Espace TV, le 22h. « 22h à Conakry, à Konkola, c'est sur la crête de l'Abbé, mais dans la ville de Karamoko Alpha Moulabé. Merci de nous regarder partout dans le monde et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Déboutée par la juge des référés qui s'est déclarée incompétente à connaître de l'affaire portée devant elle, Sidia Touré et Selou Dalein Diallo ont fini par libérer leur domicile ce lundi au profit du patrimoine bâti public. Cette situation n'est pas restée sans conséquence sur l'axe dans la commune de Ratoma où des citoyens ont protesté ce lundi. 1er mars 1960, 1er mars 2022, voilà 62 ans que la Guinée s'est dotée d'une monnaie nationale. 62 ans aujourd'hui, le franc guinéen semble se stabiliser face aux devises, mais le coût du marché est toujours pas supportable pour les citoyens guinéens. Et puis notre angle de ce lundi nous conduira à l'intérieur du pays de Dabola Nzerekore en passant par Kankan, Mandiana et Kerouane où notre reporter Justin Leno nous fait un gros zoom sur l'état piteux des concessions scolaires. C'est tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir. Nous sommes lundi 28 février 2022. Sidia Touré n'est plus propriétaire d'une maison qu'il a habitée depuis des décennies. Elle a finalement été récupérée par la direction du patrimoine bâti public. Ce sont des gardiens trouvés sur place et quelques collaborateurs qui ont rendu les clés devant un huissier de justice. Fatoumata Bintabari et Aboubakar Kekebangoura nous font le point. Ça y est, la maison de Sidia Touré est désormais acquise par l'administration publique. Un peu plus tôt, Bala Samoura était là pour un bref contrôle avant l'arrivée du directeur des patrimoines bâtis publics pour la remise des clés. Remettez les clés à l'huissier. Remettez les clés. Et prenez son nom et son prénom. Mais bien avant, le frère de Sidia Touré doit ouvrir les portes de la maison pour un contrôle interne. Les clés à main ne répondent pas. Vous n'avez pas assez de clés. Ici non plus. Il parvient enfin à l'ouvrir, mais notre caméra ne pourra pas voir ce qui se passe à l'intérieur. Non, je ne vais pas dans la voiture. Je ne vais pas dans la voiture. Non, je reste ici. Laissez-le, laissez-le. Les clés ont été rendues à l'huissier de justice. L'ancien Premier ministre Sidia Touré a obtempéré même s'il ne s'avoue pas vaincu. Sur place, un de ses cadres a boudé notre caméra au profit des autres médias pour des raisons que nous ignorons. La maison était quadrillée par la gendarmerie au moment où nous quittions les lieux. Merci Fatoumata Bintabari. Sidia Touré n'est pas seul dans cette situation. Selou Dalein Diallo aussi. Le tribunal de première instance de Dixine s'est déclaré incompétent, je vous le disais, à traiter le dossier l'opposant à l'État. En attendant, cet autre ancien Premier ministre quitte sa maison de Dixine, mais il va cependant continuer la bataille judiciaire. Il le promet, Selou Dalein Diallo. En grand nombre, les agents de sécurité postés ont assuré la sécurité de la délégation du patrimoine bâti public. Mamadou Sadio Baldé et Yacouba Traoré. Cette maison change à nouveau de propriétaire. Jusque-là, le leader de l'UFDG occupait ce domicile, comme le témoigne cette photo. À 13h, l'endroit est calme. Actuellement, seuls quelques agents postés gardent les lieux. Contrairement au petit matin où un impressionnant service de sécurité et hommes de médias se sont donné rendez-vous, la délégation du patrimoine bâti public, conduite par son directeur général, Mohamed Doussou Traoré, accompagné d'un essuyer, fait le tour de la maison. Ils prennent des notes. Quelques instants après, le haut commandant de la gendarmerie nationale arrive. Il ne dépassera pas la cour. À son tour, le colonel Bala Samoura
interroge Mohamed Doussou Traoré sur le déroulement de l'opération. Satisfait, il se félicite que tout se soit passé sans incident. Il rebrousse chemin, laissant les portes de la maison ouvertes. Un observateur de la société civile décrit ce qu'il a pu voir. On nous a donné l'accès, on a fouillé même les chambres, même les touches. On a trouvé même les climatiseurs qui étaient là, tout a été enlevé. La maison est complètement vide, il n'y a même pas un bol dans la maison. Bon, c'est un seul endroit qu'on a retrouvé. Je ne sais pas si c'est une salle à manger. On a retrouvé, les chaises étaient là, mais les autres chambres et les autres salons, tout était vide. Les quelques jeunes qui avaient tenté de se regrouper ont été priés de quitter les lieux. Un message vite entendu. Quelques heures plus tard, Cellou Dalein Diallo a fait une déclaration dont voici la teneur. J'ai pris acte de la décision du juge des référés qui s'est déclaré incompétent en dépit des arguments développés par mes avocats. Cette décision est un déni de justice au regard des droits positifs guinéens en vigueur. Néanmoins, j'ai libéré provisoirement ma résidence en attendant l'issue de la procédure judiciaire, au fond, que mes avocats viennent d'engager. Fin de citation. Que donnera l'appel des avocats? Les jours à venir nous édifieront. La décision de l'État guinéen de récupérer le domaine de l'État a engendré ce lundi des manifestations sur l'axe Le Prince dans la commune de Ratoma. Des jeunes ont tenu à manifester leur colère après la sortie de Cellou Dalein Diallo de son domicile de Dixine. Des magasins fermés et des jets de projectiles ont marqué toute la matinée de ce lundi. Une journée de violence, il faut le préciser, sur cet axe. Le point avec Ali Badara Kamara et Djibril Kabak Kamara. L'axe Le Prince ce lundi matin. Sur le tronçon Bambé-Toram-Dalaï, règne un silence de cimetière. Sur cette rondelle, aucune activité n'a fonctionné. Les boutiques, magasins et autres services sont restés fermés pour le reste de la journée de ce lundi. Sur les chaussées, les traces de projectiles sont visibles. Les bacs à ordures et leur contenu à même le sol. Des pick-up postés aux différents points d'accès des quartiers. Des manifestants sont repoussés juste dans leur dernier retranchement à l'aide des armes conventionnelles. Malgré ces moyens dissuasifs, les manifestants ne reculent pas. L'échange de projectiles entre ces jeunes manifestants et agents de force de sécurité est engagé. Après une vingtaine de minutes, les équipes fixes sont renforcées par des pick-up mobiles. Petit à petit, les manifestants disparaissent. Profitant d'un moment de calme, motards, automobilistes, piétons et même des personnes à mobilité réduite cherchent à dépasser la zone. À quelques mètres de là, Colombo marché, où les mêmes tensions sont perceptibles. Contrairement à ces quartiers sillonnés, à Kosa, les activités ont fonctionné et la circulation était fluide. Au moment où nous quittions les lieux, aucun cas de blessés ou de dégâts n'a été enregistré. D'autres quartiers sur la route Le Prince étaient aussi au rythme de la manifestation de ce lundi. Une colère motivée par la décision de l'État guinéen de récupérer la villa du leader de l'UFDG. Cellou Dalein Diallo n'est pourtant pas le seul concerné. Sidya Touré ainsi que bien d'autres anciens dignitaires sont sommés de libérer les domaines privés au public de l'État. Comme toujours d'ailleurs, rien n'est épargné par les manifestants sur cet axe. Je vous laisse à présent de vivre ces images sur les installations notamment de Guico Press, mais aussi sur la route Le Prince où les caméras ont été déterrées. Regardez ce gars là-bas. Je me demande ce qu'il faut jusqu'à cette hauteur. Bon sang. Qu'est-ce qu'il va chercher au juste? C'est pas possible. Ça, c'est la Guinée. Là, ils ont fini de faire ce qu'ils veulent.
Voilà, et là, je sais pas vraiment ce qu'il faut, hein, cette hauteur-là. Ah, mon vieux. La folie. Aïe. Allez, allez. Et en bas, il est acclamé. En bas, il est acclamé comme un roi. Et là, il a cassé. Il a cassé. Quand on dit que le Guinéen est bête, quand on dit que le Guinéen est sauvage, voici. Regardez un peu à quel point le Guinéen est sauvage. L'ampoule qui va te servir la nuit, hein, le lampadaire qui te sert la nuit, c'est ce que tu es venu gâter. Une image triste et inédite qui a fait le tour des réseaux sociaux. Pendant ce temps, les élèves de l'école primaire de Matam 2 ont manifesté ce lundi à la devanture de la mairie pour protester contre une idée qu'ils qualifient d'illégale de la part d'une famille Touré dans la dite localité qui se réclame propriétaire du domaine. Le nouveau maire Ismaël Condé s'est entretenu avec les autorités en charge du projet, a décidé de l'ouverture des portes de l'école cadenassée depuis des mois par la famille pour bien permettre l'état d'avancement des travaux. Mohamed Valek Touré, Tcherno Sadou Bah, reportage. Ils sont élèves et parents d'élèves de l'école primaire Matam 2 à battre le pavé devant la commune ce lundi pour revendiquer leur établissement scolaire saisi il y a de cela une année. Un établissement scolaire construit dans les années 1960 mais qui fait aujourd'hui l'objet d'un litige entre la famille Touré de la localité et les autochtones de la commune. Saisi de la situation, le maire de la commune a tenté de calmer les manifestants qui ne réclamaient que leur établissement. L'UNICEF a mis les fonds pour la reconstruction de cette école. Aujourd'hui, la rénovation de l'école est à 95%. Malheureusement, on a été surpris que la justice a été saisie dans le cadre d'une procédure de référé concernant la propriété de cette école. Cela fait une année aujourd'hui que l'établissement est inactif alors que son état de rénovation était convoité par bon nombre de citoyens. Le maire, trouvant la porte cadenassée, après avoir échangé avec le procureur de la République, a décidé de rouvrir les portes pour permettre un bon état d'avancement des travaux. Cette autre famille qui se réclame propriétaire du terrain, après moult tentatives, ne s'est pas prêtée à la question des journalistes et qualifie la décision du maire comme étant une décision qui juge à l'avance. Cette école recevait plus de 864 élèves. 5 quartiers qui aujourd'hui sont obligés soit de garder les enfants à l'école, à la maison. Imprégnée de la situation, l'autorité communale de l'éducation de Matam connaît bien le dossier. Elle souhaite que les travaux de rénovation finissent vite et que les élèves de l'établissement reprennent très rapidement le chemin de l'école. Au moment où les travaux se déroulaient, il y a un représentant d'une famille, la famille Touré, qui est venu dire que c'est une propriété de leurs parents, c'est une propriété privée. Et aujourd'hui, les enfants qui devraient être dans cette école font des cours, dans les après-midi dans une autre école. La décision du maire et les autorités communales de l'éducation en ce qui concerne la réouverture des portes de l'établissement est saluée par bon nombre de citoyens de la commune de Matam qui ont frappé devant beaucoup de portes en vain. Un groupe de travailleurs de l'usine Odav Multi-Industrie était devant l'usine ce lundi. Ces travailleurs manifestent toujours qu'ils ne sont pas dans leur première. D'ailleurs, ils réclament l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ce lundi, ils ont bénéficié du soutien d'un groupe de femmes du quartier dans cette manifestation. Bernard Koundouno et Mohamed Silla étaient de la partie suivie. Cette fois-ci, ce sont les femmes du quartier qui ont rallié le mouvement de grève des jeunes employés de l'usine Odav Multi-Industrie. Une seule exigence, l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Très tôt ce matin, ils ont pris d'assaut la devanture de l'usine pour manifester leur mécontentement. n'importe comment. Les gens meurent n'importe comment ici. Nos enfants sont mal payés et le syndicat en est la cause. Nous demandons le soutien des autorités. Depuis l'accident mortel d'un des leurs il y a 2 semaines, ces jeunes sont en collectif pour réclamer un changement au sein de l'usine. Ce lundi encore,
Ils sont massivement sortis pour réclamer le changement de responsable à Odave. Nous sommes abandonnés, nous souffrons. Regardez ceux qui sont déjà là arrêtés. Parce que celui qui se lève pour réclamer un droit, par rapport à quoi? Nous demandons les équipements de sécurité pour éviter la mort. Nous demandons ici les conditions de vie des travailleurs, y allant le respect, la considération pour les travailleurs. Ce que les autorités qui sont en place ne veulent pas. Sur les lieux, un groupe de gendarmes relevant de la justice de paix de Dubreka est venu s'entretenir avec les jeunes. Mais le message n'est pas rassurant selon les grévistes. Quand ils sont venus, c'est pour nous moraliser et de ne même pas accepter peut-être d'être avec la presse pour ne pas que le président soit au courant. Ils disent que d'aller les contacter, mais on a fait une semaine dans la grève. Personne ne peut dire dans la sous-région ici, préfectorale, qui ne sont pas renseignés. Selon les manifestants, tous les travailleurs qui ont entamé ce mouvement de grève pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail sont déjà remplacés par d'autres jeunes au sein de l'usine Odave. Pendant ce temps, c'est la Fédération syndicale professionnelle de mines, carrières et industries chimiques qui était ce matin au siège de la CNTG. Objectif, féliciter le secrétaire général pour sa réélection à la tête de la CNTG, mais aussi présenter le nouveau bureau du syndicat professionnel de mines. Plusieurs questions liées aux difficultés des employés des sociétés minières ont été abordées par les deux parties. Les détails avec André Moussié-Milimono et Alcéni Camara. Ces acteurs du secteur minier défendent désormais les travailleurs des sociétés minières. Le nouveau bureau est présenté au secrétaire général de la CNTG à laquelle ils sont affiliés. Ils ont également félicité Amadou Diallo pour sa réélection à la tête de la CNTG à l'issue du 18e congrès tenu ce week-end. Nous sommes là pour vous présenter la nouvelle équipe issue du 18e congrès qui désormais a la lourde responsabilité de diriger les destinées de la Fédération syndicale professionnelle des mines, carrières et industries chimiques de la Guinée. Elle est composée de jeunes, de dames, dynamiques, talentueux et disposés à relever tous les défis en harmonie avec les doyens pétris d'expérience. Au centre des discussions, la situation des employés des sociétés minières. Selon le syndicat professionnel des mines, la question des grèves récurrentes dans les sociétés minières résulte de la non-information des délégués à la base. Ils promettent d'y mettre fin. Si vous ne connaissez pas la loi, vous êtes en violation permanente et ce sera difficile de vous défendre. Et si on est toujours là à s'agenouiller devant le patron pour demander pardon, on ne peut pas, quand lui aussi il est en faute, ne pas en tenir compte. Donc c'est pourquoi il faut former les employés, les informer et faire une gestion transparente dans le secteur minier. Amadou Diallo, quant à lui, fonde l'espoir qu'avec ce nouveau bureau syndical, les difficultés auxquelles les travailleurs du secteur minier sont confrontés seront désormais réduites. Il les a appelés à l'unité syndicale. Resserrez les rangs, respectez-vous et entendez-vous. Je vois qu'il y a beaucoup de cadres syndicalistes qui veulent très bien faire, mais en faisant très bien, des fois ils violent certains principes. Depuis quelque temps, le secteur minier connaît de véritables remous. Des licenciements abusifs et des grèves sont signalés dans plusieurs sociétés minières, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Je vous le disais au sommaire, demain mardi, la monnaie guinéenne aura ses 62 ans et une célébration qui intervient dans un contexte où elle affiche sa stabilité face aux devises. Toutefois, le pouvoir d'achat reste difficile à supporter, comme le témoignent les citoyens. 62 ans de souveraineté monétaire, c'est le reportage de Djibril Ba et Abdoulaye Kamara. La Banque centrale de la République de Guinée face à la crise de Covid-19. Quelle implication pour la stabilité des prix et la stabilité financière? Une thématique qui ne laisse pas indifférents les Guinéens à l'occasion de la célébration de la monnaie nationale. Quand tu te lèves le matin pour joindre les deux bouts, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Donc c'est au gouvernement de nous aider. La hausse des prix de la composante alimentaire est un défi à relever, même si la dépression du dollar ou de l'euro face à la monnaie locale est palpable. Les deux s'évaluent respectivement à l'unité à 8 850 et 9 000 francs guinéens.
En tout cas, la monnaie guinéenne, elle tient pour l'instant. Je ne sais pas si c'est au manque des affaires qui ne marchent pas ou bien autre chose. En tout cas, les devises ne fait que baisser quand même. Les 62 ans de souveraineté monétaire coïncident à de nombreuses réformes selon le gouverneur de la BCRG. Des réformes qui s'étendent du secteur des assurances en passant par des établissements de monnaie électronique jusqu'à la politique monétaire. Dans la perspective de la consolidation des acquis, la Banque centrale poursuivra ses efforts pour garantir la stabilité des prix et renforcer la résilience du secteur financier qui continue de subir les effets de la pandémie de Covid-19. À ce titre, la BCRG utilisera ainsi les instruments de politique monétaire à sa portée pour amener le taux d'inflation à un chiffre à la fin du premier semestre de 2022, sauf si des facteurs exogènes imprévisibles se déclenchaient, comme ce fut le cas avec l'apparition de la Covid en 2020. Pour le moment, l'inflation est toujours à 2 chiffres. Le taux directeur passe de 12,5% à 11,5%. Parlons toujours de l'économie. Le ministre du Budget a fait signer ce lundi des contrats de performance et d'objectivité avec les régies de recettes et la direction de son ressort. Moussa Sissé indique que les directions de la douane et du budget ont reçu des assignations claires et des objectifs à atteindre. Des primes d'encouragement sont également prévues pour ceux qui vont se distinguer dans la mobilisation des recettes. La cérémonie s'est déroulée au ministère du Budget et c'était devant notre reporter Mamoudou Boulere Diallo et Yacouba Traoré. Le pool de mobilisation et de sécurisation des recettes de l'État se partage les tâches pour une économie vertueuse, déclare le ministre du Budget. Les directions de la douane et des impôts sont au cœur du processus de la performance budgétaire pour le bien de la santé économique, informe-t-il. En termes chiffrés, la loi de finances exercice 2022 nous assigne un peu plus de 26 000 milliards. Sur les 26 000 milliards, il y a 11 000 milliards affectés, assignés à la Direction générale des impôts, 12 000 milliards, soit un peu plus de 13 000 milliards si on arrondit à la Direction générale des douanes. Ce sont des objectifs d'assignation qui me semblent cohérents parce que ça fait l'objet d'échanges et de discussions entre cette direction et le cabinet du ministre du Budget. Aujourd'hui, ils se sont engagés à matérialiser dans un contrat de performance l'atteinte de ces objectifs qui leur ont été assignés. Des résultats probants sont attendus et les moyens pour les atteindre ne feront pas défaut, promet le ministre. Chacun doit donc remplir sa tâche et ceux qui vont dépasser le cap fixé seront distingués à travers des primes. Pour notre part, le cabinet du ministre du Budget, nous nous engageons à mettre à votre disposition les moyens matériels, les moyens humains et financiers pour atteindre ces objectifs. Et il vous est demandé, au nom de la République, au nom de l'intérêt général que prône le colonel Mamadi Doumbouya, de vous mettre au service de la nation pour que vous dépassiez les objectifs qui vous ont été fixés. L'autre information, c'est la protection des biens de l'État. La Direction générale du budget est désignée pour jouer le rôle de veille. Le ministre donne des pistes de sécurisation. Ceci est d'autant plus important que ces biens-là doivent être immatriculés, suivis et font l'objet, lorsqu'ils doivent être cédés, de procédures particulières. Les acteurs de l'économie nationale relevant du budget sont chargés de conquérir et de maintenir la confiance des opérateurs économiques. Éducation à présent, la Guinée abrite la réunion du comité consultatif général du CAMES. Elle va durer 3 jours et il sera question d'examiner les résolutions du Conseil des ministres, les recommandations qui ont été faites, mais surtout discuter de l'avancement de la recherche, l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur dans l'espace du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation qui a présidé la cérémonie à Conakry. Al-Seni Bari, Yacouba Traoré. Gamal Abdel Nasser. C'est dans cet amphithéâtre flambant neuf, avec tous les standards dignes d'une institution d'enseignement supérieur, que se tient la réunion du comité consultatif général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur.
Les objectifs sont l'évaluation et l'adoption des rapports de l'année 2021, mais aussi l'élection du nouveau bureau du comité consultatif général du CAMES. À l'occasion des échanges que nous aurons ici, nous allons examiner, comme je l'ai dit dans mon discours, tour à tour les résolutions du Conseil des ministres. Ensuite, nous allons voir également les recommandations qui ont été faites et nous allons discuter également sur un certain nombre de points importants concernant l'avancement de la recherche et l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur dans notre espace CAMES qui regroupe 19 États. Cette rencontre a une importance capitale pour le système éducatif guinéen car elle permet de se pencher sur des pistes de solutions en lien avec le développement de l'enseignement supérieur guinéen. La particularité déjà, c'est de pouvoir honorer nos engagements vis-à-vis de cette institution où, je le disais tout à l'heure, la Guinée est membre fondateur. Donc l'impact sur notre système, c'est qu'il y aura des réflexions, des propositions qui seront posées sur table. Et nous, aujourd'hui, étant donné que nous faisons partie de l'espace CAMES, par rapport à notre enseignement, par rapport à la recherche, par rapport à l'homologation de nos enseignements, par rapport à la promotion de nos enseignements, de nos enseignants-chercheurs, donc il est important pour nous et capital pour nous que la Guinée puisse vraiment être à sa place dans cette instance qui dirige l'enseignement supérieur africain et malgache. Cette réunion a été plusieurs fois reportée. Aujourd'hui, elle regroupe 13 pays sur les 19 membres du CAMES. Des recteurs, des présidents d'universités, des directeurs de centres de recherche ainsi que des directeurs généraux ont participé. Elle va durer 3 jours. Politique à présent, les 140 partis politiques qui forment le Code de bonne conduite ont entamé ce lundi leur assemblée générale élective. Cette rencontre consiste à revoir, examiner et adopter le règlement intérieur de l'organisation. Dans les jours qui suivent est prévu le renouvellement du directoire de la commission de suivi du Code de bonne conduite. Bernard Koundouno, Aboubakar Din Kamara. C'est le 21 novembre 2008 que les partis politiques ont signé pour la première fois en Guinée un code de bonne conduite, un acte qui les engage moralement dans la promotion de la paix et la démocratie. La présente Assemblée générale consiste à renouveler le directoire et ses démembrements, comme le prévoit le règlement intérieur de l'organisation. Cette première activité a consisté à examiner et adopter le règlement intérieur du code de bonne conduite. Nous allons faire une ouverture pour augmenter le nombre de partis, vu les charges, vu notre expérience durant ces 6 années. Ils sont 140 partis politiques signataires de ce code de bonne conduite. Avant la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante, les responsables sortants invitent déjà à la poursuite des projets entrepris. On avait l'ambition d'aller jusqu'au niveau préfectoral pour la vulgarisation de ce code, pour faire connaître aux militants et sympathisants des partis politiques que l'ensemble des partis agréés se sont retrouvés pour signer des textes. La mise en place de ce directoire est soutenue par le NDI qui veille au respect de ses engagements afin de favoriser la bonne collaboration entre les partis politiques du pays. La mission de la commission de suivi, c'est de prévenir les conflits, d'œuvrer en sorte qu'il y ait la tolérance au sein des acteurs politiques et aussi le fair play qui régit le rapport entre les acteurs politiques et entre les acteurs politiques et les autorités. Et donc pour ce faire, ce renouvellement permettra d'apporter de nouveaux souffles pour le directoire national et faire en sorte qu'à travers leur engagement, ils puissent veiller au respect des dispositions du Code de bonne conduite. Parmi les points amendés dans ce code figure la décentralisation du directoire et la représentativité des femmes au sein du directoire de la commission de suivi du Code de bonne conduite des partis politiques. Autre actualité, les États-Unis ont un œil de lynx sur le Hezbollah libanais. Le mouvement a été classé comme une entité terroriste en 2001. Depuis, ses bras financiers à travers le monde sont régulièrement sanctionnés par le Trésor américain. L'un des financiers du mouvement se trouverait en Guinée et en Sierra Leone. Lamine Guérassi, Mamadou Kalisso nous font le point. La France définit le terrorisme dans son livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013
comme des actions auxquelles on recourt des adversaires qui s'affranchissent des règles de guerre conventionnelles pour compenser l'insuffisance de leurs moyens et atteindre leurs objectifs politiques. Par ailleurs, le livre blanc précise que le terrorisme frappe sans discernement des civils et que la violence qu'il déploie vise d'abord à tirer parti des effets que son irruption brutale produit sur les opinions publiques afin de contraindre les gouvernements. Défini comme tel, le terrorisme est largement répandu à travers le monde et prend des formes diverses. Son évolution constante le rend particulièrement difficile à appréhender. Néanmoins, la France, les États-Unis, l'Australie et bien d'autres organisations internationales ont élaboré des critères qui leur permettent de classer des organisations comme étant des entités terroristes. Le Hezbollah, fondé en juin 1982, est un parti politique et groupe islamiste chiite basé au Liban. En 2006, la guerre des 33 jours l'oppose à Israël. Au mois de décembre, soit plusieurs mois après la fin du conflit, un représentant important du Hezbollah reconnaîtrait la mort de 250 combattants présentés fièrement comme des martyrs, tandis qu'Israël déplore la mort de 159 Israéliens, dont 39 civils. Allié de Bachar al-Assad, le Hezbollah intervient également dans la guerre civile syrienne contre des groupes rebelles et l'État islamique. Selon certaines sources d'information, ce sont des lobbying israéliens qui auraient poussé les États-Unis à classer le Hezbollah comme une entité terroriste en octobre 2001. La République islamique d'Iran est désignée comme étant le principal financier du mouvement. La Syrie participe aussi à son financement, ainsi que des ONG et autres sources anonymes à travers le monde. D'après d'autres sources d'information, des chiites libanais présents en Guinée et en Sierra Leone qui évoluent dans la pêche et l'immobilier financeraient également le mouvement. Merci Mamadou Kalisso et Lamine Girassi pour ces détails. Dans le cadre de la 4e édition du festival La Syrie Graffiti Guinée Challenge, en partenariat avec le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, a organisé une conférence de presse lundi 28 février au siège du ministère. Objectif, permettre aux artistes de se former et de se perfectionner. Yana Bemba Koulibaly et Ibrahima Souri Kamara pour le compte-rendu. Le festival La Syrie Gratifie Guinée Challenge lance sa 4e édition du 18 au 26 mars prochain. Sous le thème « La sauvegarde du patrimoine et paix sociale ». L'opportunité sera offerte aux jeunes, à travers leur œuvre, de lancer des messages pour pérenniser la paix. C'est un peu pour valoriser leur savoir-faire et aussi de mettre à jour leur talent. Et là, comme vous le voyez derrière nous, c'est des images qui représentent la Guinée. Certes, les artistes guinéens ne vivent pas de leur art, mais ce jeune lance un challenge et assure de l'émergence des graffeurs qualifiés. On sait que dans ce peu de temps, la Guinée sera dotée des graffeurs qualifiés. Au-delà de ça, l'ambition c'est de faire des cultures urbaines, certifier les jeunes qui tournent autour de ça, leur donner des métiers dignes de nom qui vont les permettre de vivre. Saran Kamara, chef de cabinet au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, promet d'accompagner les artistes talentueux pour valoriser leur savoir-faire. C'est des jeunes qui créent tous les jours. Chaque chose qu'ils font, c'est de la création, c'est unique et ils peuvent aussi le développer derrière. Donc pour moi, c'est des entrepreneurs, c'est des jeunes qui se battent tous les jours et derrière eux, ils créent de l'emploi, ils nourrissent leur famille, ils développent aussi leur talent et il faut surtout les accompagner dans la formation et aussi pour pouvoir diversifier et pouvoir vendre ce qu'ils font, que ce soit sur le plan national et international aussi. Pendant ces 9 jours d'activité, les entrepreneurs guinéens sont conviés à exposer leurs produits et profiter des formations pour garantir la clientèle. Un mot de sport dans cette édition d'information. Après la Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin junior, le coup d'envoi de la Coupe féminine cadette a été donné ce dimanche dans la salle de gymnase du stade du 28 septembre de Conakry. La Guinée a largement maîtrisé sa matière devant la Gambie. Ce succès fait de Bieno guinéenne, le sélectionneur du Sili handball féminin cadet, de la prestation de ses joueuses. Mohamed Sissé, Mohamed Bangoura reviennent sur le film de la rencontre. Pour son entrée en matière, le Sili national de handball féminin cadet n'a laissé aucune chance à la Gambie. Les Guinéennes ont outrageusement dominé les Gambiennes. Une belle démonstration, mais le technicien guinéen
est loin de gober la performance de son équipe. Je dirais que je suis satisfait, mais pas à 100%. Parce qu'au fait, vous savez, on est en championnat, ce n'est pas une coupe. Si c'était une coupe, on allait jouer par poule. Et que quand tu gagnes 2 matchs, tu es déjà qualifié en demi-finale. Mais là, c'est un championnat et on doit se rencontrer à tour de rôle. Et donc, le goal à virage, ça compte beaucoup. Et c'est pourquoi je dirais que je ne suis pas satisfait à 100%. Parce que j'ai vécu l'expérience lors du dernier championnat à Niamey. Et c'est ce qui a fait que la Tunisie nous a dépassé sur un but de quart. Donc j'ai dit aux filles, autant d'occasions et il faut concrétiser. Mais bon, vous savez, c'est des petites filles, la plupart d'entre elles, elles sont à leur première compétition. Après que le rêve de l'équipe junior soit brisé en demi-finale de sa compétition, celle cadette n'envisage pas de commettre les mêmes erreurs. Les protégés de Lansana Camara espèrent voir le bout du tunnel. Toutes les équipes sont égales pour nous. Et si on minimisait les équipes, on allait tomber à l'eau. Donc nos entraîneurs nous ont beaucoup parlé et beaucoup de motivation aussi. On joue comme le basket, quoi. Aujourd'hui, on monte petit à petit jusqu'au sommet. Les juniors, elles ont beaucoup fait, mais elles ne sont pas arrivées. Mais nous, on a décidé, moi et mes coéquipières, d'aller jusqu'au sommet et remporter la coupe. Il faut noter que cette compétition, qui a démarré ce dimanche, va se poursuivre jusqu'au 4 mars prochain. À présent, place à notre angle d'histoire. L'école guinéenne n'était pas une priorité pour les gouvernements précédents. Déclaration du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Guillaume Aving, l'a fait savoir après une tournée effectuée il y a quelques semaines à l'intérieur du pays. Des écoles délabrées en manque de toits, de tables-bancs, de toilettes et d'enseignants. C'est la triste réalité découverte sur le terrain par les cadres du ministère qui affichent leur volonté de changer la donne. Justin Leno et Djibril Kabaka Kamara étaient nos envoyés spéciaux. Leur zoom sur l'état piteux de nos écoles. Suivez. L'école guinéenne et ses tristes réalités. Des réalités parfois inimaginables et vous allez le voir. À Conakry, tout semble bien aller car c'est ici que tout se décide. Au cours des 10 dernières années, les ministres qu'a connu le système éducatif ont certes posé quelques actes positifs, tout paraissait comme pour tromper les vigilances. Mais à l'intérieur du pays, vous n'allez pas le croire, l'école guinéenne est souffrante et nous allons vous le démontrer. Pour commencer, nous allons à leur découverte en compagnie d'une délégation du MEPUA dirigée par le ministre Guillaume Awing. D'abord cap sur Dabola, où nous commençons par la direction préfectorale de l'éducation, vandalisée depuis les événements de janvier-février 2007. Depuis, le local est abandonné et peine à être réhabilité. Depuis ce moment, l'école guinéenne et ses tristes réalités. Des réalités parfois inimaginables et vous allez le voir. À Conakry, tout semble bien aller car c'est ici que tout se décide. Au cours des 10 dernières années, les ministres qu'a connu le système éducatif ont certes posé quelques actes positifs, tout paraissait comme pour tromper les vigilances. Mais à l'intérieur du pays, vous n'allez pas le croire, l'école guinéenne est souffrante et nous allons vous le démontrer. Pour commencer, nous allons à leur découverte en compagnie d'une délégation du MEPUA dirigée par le ministre Guillaume Awing. D'abord cap sur Dabola, où nous commençons par la direction préfectorale de l'éducation, vandalisée depuis les événements de janvier-février 2007. Depuis, le local est abandonné et peine à être réhabilité. depuis ce moment-là, la DPE, on est casé dans un réduit où les conditions de travail sont vraiment difficiles. Le ministre est étonné de l'état des lieux, sauf qu'il n'est pas au bout de sa surprise. À Dabola, toutes les écoles visitées sont en manque d'enseignants. Pire, elles sont délabrées, comme le montrent ces images. Les infrastructures qui nous manquent énormément, mais tous ensemble, nous pouvons arriver à une vie agréable dans les écoles guinéennes. Des toilettes inutilisables,
des écoles en manque de toits et de tables bancs, les encadreurs sont conscients de travailler dans un environnement inadéquat. À Kouroussa, nous faisons escale à l'école primaire de Moussaya, bâtie en 1963. Jamais rénovée, ici les enseignants logent dans ces habitations démodées construites par la communauté. Les élèves, eux, sont obligés de cohabiter avec les animaux. À Kankan, bastion du régime déchu, on ne pouvait jamais s'y attendre à une école vétuste. Pourtant, la région nous a négativement surpris avec ses infrastructures qui ne répondent pas aux critères, comme c'est le cas de l'école primaire Dramé Oumar, où un bâtiment est inachevé et un tas de tables bancs complètement cassés. La difficulté actuellement, c'est l'achèvement de ce bâtiment. Le message que nous avons à l'endroit de M. Mamadi Doumbouya, c'est de venir en aide. Les tôles, les ciments, le fer, c'est ce qu'on a besoin. À Sigiri, c'est l'école primaire Falaï Traoré qui bat le record parmi les écoles vétustes de la préfecture. Pour preuve, voici à quoi ressemble le bureau du directeur. Une bibliothèque vide avec quelques documents rangés par des cafards. Regardez cette image. Un espace où les jeunes à majorité diplômés font du thé, accompagnés de la musique dont le son empêche les élèves d'à côté d'apprendre normalement. La cour de l'école est partagée entre un espace réservé aux jeunes sans travail, une salle de cinéma où ça crie en longueur de journée, mais aussi un kiosque où les jeunes font toujours la queue pour jouer à la loterie. Un climat qui ne facilite pas l'apprentissage des cours pour les élèves. Cette école a été créée le 5 octobre 1984. Donc, depuis lors jusqu'à maintenant, cette école n'a jamais eu, n'est-ce pas, une rénovation au niveau de tous les secteurs. Donc l'école est dans l'état de délabrement. Le lycée Kankoum Moussa est le plus ancien établissement de la préfecture de Sigiri, bâti en 1962. Depuis sa création, cette école n'a bénéficié que d'une seule rénovation et c'était à l'occasion des fêtes tournantes de l'indépendance. Dommage, les travaux de ces grands bâtiments n'ont jamais été achevés. Toutes les salles de classe ont été complètement décoiffées et il y a eu une extension de l'établissement et cette extension également non plus n'est pas achevée. À l'école primaire Kankankoura, créée en 1959, les salles de classe n'ont plus de fenêtres. Le plafond est déchiré, souillé par l'eau de pluie qui pénètre les feuilles de tôle sur le toit. Dans les salles de classe, la poussière est visible, le ciment mis ici est visiblement gâté. Ces jours-là, les populations ont la chance de voir le ministre Guillaume venir s'enquérir des réalités. C'est une joie, car pour eux, c'est peut-être la fin de leur calvaire. Jamais ils n'ont vu un haut cadre de l'État venir les interroger sur leurs préoccupations. Même les adolescents sont attentifs, même s'ils ignorent de quoi il s'agit. À Mandiana, même le regard des apprenants ne rassure pas. Comment peut-on étudier, par exemple, dans cette école à Hangar, à Daladiaran, où le soleil dérange les tout-petits? Ici à Mandiana, rares sont les écoles primaires qui ont des clôtures. Voici des tout-petits qui, une fois la classe terminée, dépassent ces animaux qui peuvent parfois leur faire peur. De Mandiana, direction Kérouané à l'école primaire de Nouni, où l'enseignante Moussou Guémou dispense ses cours sous cette cabane depuis 2008. Ici, à 12 heures, elle est obligée de changer de tenue. La chaleur et la soif font qu'elle a souvent des vertiges, et même ses élèves aussi. Depuis en 2008, nous sommes dans Elasicé. Nous passons par Beila, Zérékoré jusqu'à Massinta, à l'école primaire Zébila Toba, l'un des résistants à la pénétration coloniale en Guinée forestière. Les réalités sont à couper le souffle. Ici, quand 14 heures passent, c'est une chaudière véritable. Et nous lançons un SOS pressant pour sauver l'école à Massanta et surtout Bongo Kamara. À Guékédou, nous passons au lycée collège Bambo où le ministre Julien Yombuno de la fonction publique et du travail a fait son cycle secondaire. L'école a besoin d'accompagnement. D'ailleurs, à Guékédou, on a l'impression que la ville est la plus oubliée du pays. Ici, une attaque rebelle survenue dans les années 2000 a tout détruit sur son passage. À l'école primaire de Tolobengou,
On a l'impression qu'on vit au temps préhistorique, aucune image moderne. Les problèmes de cette école sont nombreux. Comme vous voyez, la salle de classe, non pas d'abord à vue concret, l'école est délabrée. C'est une école communautaire construite depuis des années, mais ce qui a été créé en 2009. De 2009 jusqu'au maintenant, on a enregistré de mon service ici 609 élèves, dont 298 filles. Mais les problèmes, comme vous voyez, pas de salle de classe, pas de mobilier. C'est-à-dire nous sommes en manque d'infrastructures et de mobilier. La découverte se poursuit à Kissidougou et prend fin à Farana, un vrai marathon. On arrive à la conclusion selon laquelle que l'école n'était pas une priorité pour les gouvernements précédents. Le ministre Guillaume Hawing pourra-t-il faire ce que ses prédécesseurs n'ont pas pu faire? Où sont passés les fonds alloués à l'éducation pendant toutes ces années? Pourquoi autant d'écoles délabrées à l'intérieur du pays? Pour beaucoup, une enquête mérite d'être ouverte, visant principalement les anciens ministres de l'Éducation nationale. Merci donc Justin Leno et Djibril Kabaka Kamara pour ces zooms sur l'état piteux de les écoles à l'intérieur du pays. À présent, place à notre page Publi Reportage avec Plan Guinée qui a soutenu avec son projet de lutte contre Covid-19 plus de 700 agriculteurs, mais 900 ménages, mais aussi l'université Alassane Dramane Ouattara qui a mis sur le marché plusieurs diplômés. Et Tayaki, les élèves pourront désormais aller à l'école. Un pont grâce à l'ONG qu'on appelle Diarama qui leur a offert ce pont. Suivez tout cela dans la page rubrique Publi Reportage. Et quant à moi, je vous dis merci. Mfali Bamba est cultivateur d'igname à Tintiwoulé, dans la préfecture de Kankan. Pour écouler ses produits, il n'avait qu'un seul choix, venir à Conakry, y passer plus de 3 semaines. Avec le projet Renforcement de communauté dans la réponse et le relèvement au Covid, Plan International a acheté toute sa production sans qu'il n'ait besoin de se déplacer. Le prix auquel Plan International a acheté mes produits est vraiment raisonnable. On ne s'y attendait pas. Comme Fanli Bamba, Plan International, soutenu par l'Union européenne, a acheté 135 tonnes de riz, 45 tonnes de pommes de terre, 900 bidons d'huile de palme, 1,8 tonnes de beurre de karité et plus de 18 tonnes d'igname à 750 agriculteurs. Avant, l'institution leur a offert des semences, des intrants, mais aussi des outils comme des brouettes, des batteuses, des machettes, des décortiqueuses, des machines d'extraction d'huile de palme et des grillages. Plan International a aussi mis en place des caisses d'épargne. Par semaine, quel que soit le montant que tu gagnes, 10 000 ou 50 000, c'est ce que tu mets dans la caisse. On a eu beaucoup de bénéfices. Ils nous ont envoyé du riz, de l'huile, de l'oignon, du sucre. Ils nous ont tout envoyé. Les produits achetés par Plan International n'ont pas été vendus, mais distribués aux 900 ménages vulnérables du littoral pour les aider à minimiser l'impact du Covid-19. Les producteurs qui n'arrivaient plus à acheminer leur production sur la capitale ont été vraiment appuyés. Et donc, ils ont été formés et l'appui aussi était dans le cadre des outillages et des équipements qui les ont vraiment permis de un peu rehausser leur production. Et aussi, leur production de l'année dernière ont été rachetées pour venir distribuer aux ménages vulnérables du littoral. Avec le projet Renforcement de communauté dans la réponse et le relèvement au Covid-19, Plan International et l'Union européenne ont aussi formé 525 producteurs et petits exploitants en technique culturelle et 97 acteurs locaux en technique de production, de conservation, de transformation et de commercialisation. Le tout dans un seul objectif, aider la population à faire face au Covid. Et une fois que la pandémie a été déclarée, l'Union européenne, en tant que l'un des grands bailleurs dans le domaine des urgences, a jugé nécessaire de s'impliquer dans
dans cette lutte qui est commune à tout le monde en fait. Après 18 mois d'activité, le projet prend fin ce lundi. Il est intervenu dans les régions de Kindia, Mamou, Farana, Kankan et Zérekore et a permis la réhabilitation de plus de 100 km de pistes rurales. Le projet est cofinancé par Plan International Allemagne et l'Union européenne à plus d'1 million d'euros. C'est un carnaval qui marque le début de cette cérémonie de remise de diplôme à l'université Alassane Dramane Ouattara de Guinée. ADOG libère 2 promotions, notamment la première et la deuxième. Plusieurs étudiants, en plus des diplômes, reçoivent des satisfecits pour leur participation active aux activités de l'université. La qualité de l'enseignement guinéen, vraiment, franchement, elle est très bonne. À travers l'ANARC, la révision de nos programmes, franchement, nous sommes au rendez-vous. Sans problème. En termes de politique morale de compétence de nos étudiants, ils ont été très bien formés, ils sont très bien tenus envers nous et vraiment on peut vous le garantir sans problème sur le marché de l'emploi, ça ne posera aucun problème. Cette remise s'est déroulée en présence des autorités du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Les étudiants ne doutent pas des efforts fournis après 3 années passées. Aujourd'hui certifiés, ils expriment leur joie. Je suis très contente. Je sais bien, marché d'emploi, ce n'est pas facile, mais je me bats quand même. On se bat avec la famille et le soutien des proches, je me bats. Le diplôme, ce n'est pas ça l'essentiel, mais tout ce qu'il faut, au moins, à ce qui se trouve dans la tête. J'en suis sûr et certaine qu'avec ce document, ou quoi que ce soit, et que je puisse acquérir tout au long, au moins, de mon cursus universitaire, je suis sûr à 100% sur le marché d'emploi, je ne vais pas me poser de problème. Rassurés par la qualité de leur formation, ces étudiants se disent prêts à affronter le marché de l'emploi. Lorsqu'il y a la quantité, on mise sur la qualité. Laisse entendre le recteur de cette université. Ça, c'est un réconfort moral pour moi de voir aujourd'hui libérer ces 2 promotions. C'est un réconfort moral pour moi. Dans le cadre de la formation, moi je suis très conscient que ces étudiants ont reçu une bonne formation. Ça va tout droit pour le développement de notre pays. Est-ce que vous voyez? Pour que le pays avance, il faut former des cadres. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est terminée cette remise à l'université Alassane Dramane Ouattara de Guinée. L'école est une arme qui vivifie et éclaircit le chemin de la vie, disait l'autre, et à Victor Hugo de renchérir, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Ils sont au total 55 étudiants guinéens, léonais et libériens sortant de l'université Aymat College qui ont reçu leur diplôme de fin de cycle. Ces étudiants ont été outillés entre autres en anglais, en administration des affaires, en relations publiques et internationales, en comptabilité ainsi qu'en informatique. Pour le fondateur de la dite institution, c'est une grande joie de contribuer à la formation de ces jeunes. Le diplôme qui est délivré aujourd'hui par l'Université Générale Lansana Conté, l'étudiant peut en servir en Guinée, en Sierra Leone, dans la Managua Union et à l'échelle mondiale. Donc c'est vraiment, comme vous le savez, c'est une grande confiance de travailler avec ces institutions. Et nous souhaitons aussi à nos diplômés aujourd'hui vraiment une réussite favorable d'octroyer le boulot parce que aujourd'hui... L'autre atout majeur de ces étudiants, c'est le bilinguisme, soutient le fondateur. Sur la qualité de cette 4e promotion, il se dit confiant. Par exemple, n'hésitez pas d'embaucher ces gens-là parce qu'ils sont bilingues, non seulement bilingues, mais l'anglais, la qualité de l'air anglais et l'air français, c'est lié à leur spécialisation. Avoir un bilinguisme qui est français et l'anglais. Donc ça déjà, c'est un atout, c'est un point de départ. Donc je sais qu'ils ne vont pas chômer. Chez les diplômés désormais mis sur le marché de l'emploi également, c'est une confiance totale en soi. Nous avons eu suffisamment la formation adéquate qui peut nous permettre d'aller au niveau de l'emploi. Donc aujourd'hui, je suis fier de moi-même, je suis fier de l'institution Université Aymat Guinée. Aymat College est affilié à d'autres universités internationales et nationales, notamment l'Université Générale Lansana Conté de Sofonia, qui délivre d'ailleurs
le diplôme de cet institut. Il y a des lustres, rejoindre Tayaki et Maïmbé relève du parcours d'un combattant. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement pour les habitants, surtout les enfants qui peinent à rejoindre leur classe. Ils viennent d'avoir un pont de franchissement grâce à l'ONG Diarama. Les enfants de la Guinée sont la future pour la Guinée. S'ils ne sont pas formés, s'ils ne vont pas à l'école, ils ne peuvent pas aider leur pays. La représentation du département de l'action sociale salue l'initiative et promet de renforcer ses infrastructures. Vous savez, les enfants, c'est l'avenir de notre pays. Si on ne tient pas compte de la formation des enfants, c'est le pays qui est mal visé. Avant la construction de ces ponts, la traversée ici était rude, causant parfois des cas de mort. Nous sommes des oubliettes de la République. Parce que pourquoi? Depuis que nous sommes là, l'État n'a jamais fait aucune aide pour nous. L'ONG Diarama n'est pas sa première, c'est elle qui a construit des infrastructures scolaires dans ces localités, donnant ainsi le goût de l'éducation aux enfants. Le difficile écoulement des produits locaux à Kobaya restera un lointain souvenir pour les femmes de Tayaki et de Maïmbé.